Bonsoir à vous tous et merci de votre aimable fidélité à LCF et à cette émission Un œil sur l'actualité, le rendez-vous hebdomadaire pour jeter un regard rétrospectif sur les sujets qui font l'actualité dans la semaine. Et dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi créant les 4 nouvelles préfectures. Cela a été fait dans une ambiance assez particulière ce vendredi à l'Assemblée nationale. Nous nous intéresserons également aux questions d'actualité qui ont été adressées à des membres du gouvernement sur un certain nombre de sujets. Et puis nous parlerons aussi de la lettre qu'a envoyée le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, au Premier ministre. Et enfin, nous nous intéresserons à la marche du CAP 2015. Le samedi 21 mai dernier, nous verrons les objectifs de cette marche. Et puis, après la marche, quelle sera la suite? Toutes ces questions, nous les évoquons avec notre invitée, Maître Isabelle Manavi Amegavi. Bonsoir. Bonsoir, M. Nyawi. Merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité pour qu'on débatte encore une fois les problèmes d'actualité de notre pays. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement. Vous êtes également présidente du groupe parlementaire ANC. Alors, d'abord, en tant que deuxième vice-présidente, pour introduire votre parti, comment se porte-t-il? Notre parti va bien, continue sur le territoire national son combat, sa lutte pour plus d'espace de liberté et de démocratie dans notre pays. Et donc, à l'instar de ses partenaires de CAP 2015, nous nous battons pour que la liberté s'instaure, que le bien-être soit l'héritage des Togolais, pour que tout aille bien sur la terre de nos aïeux. Et c'est ce que vous avez encore démontré le samedi dernier, cet engagement, cette détermination-là. Oui, tout à fait. Vous savez, nous avons un objectif qui doit être atteint, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la démocratie, l'état de droit est vraiment droit de cité. Ici, je peux parler ainsi dans notre pays, et nous estimons que tant que nous n'avons pas encore atteint cet objectif-là, nous ne nous arrêterons pas, nous ne cesserons pas de lutter jusqu'à ce que nous ayons atteint cet objectif-là. Merci. C'est le credo des combattants habituels. D'accord, on va évoquer maintenant le premier sujet, le sujet brûlant de l'heure. Il s'agit de l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi créant 4 nouvelles préfectures. L'ambiance a été houleuse. On va d'abord regarder ce reportage de François Annick-Bankele qui était à l'Assemblée nationale ce vendredi. Environ 3 heures pour plancher sur le projet de loi portant création de 4 nouvelles préfectures, notamment Mo, Aguenivé, Pendial Ouest et Oti Sud. C'est l'exercice auquel se sont attelés ce vendredi les élus du peuple lors de la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2016. Au terme des explications données sur le sujet par la commission spéciale et le commissaire du gouvernement, les 2 groupes parlementaires ont chacun des positions diamétralement opposées. Le présent projet de loi portant création de nouvelles préfectures respecte non seulement les dispositions de la Constitution, mais également prend en compte les aspirations profondes du peuple togolais. C'est pour cette raison que nous invitons les membres du groupe parlementaire uni à voter en faveur du projet de loi portant création de nouvelles préfectures. Pourquoi 2 poids, 2 mesures en ce qui concerne les mêmes critères pour certaines localités et pas pour d'autres? Pour ce que notre considération s'assure sur le fait que le projet de loi ne respecte pas la constitution togolaise, les députés du groupe parlementaire ANC ne sauraient participer au vote de ce projet de loi. Mais l'implacable loi de la majorité a fait son effet. Le projet de loi créant 4 nouvelles préfectures au Togo passe comme une lettre à la poste à la grande satisfaction du président de l'Assemblée nationale. Je voudrais sincèrement adresser mes chaleureuses félicitations à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation de l'administration générale et à l'ensemble de mes collègues qui ont participé aux travaux en commission, ainsi qu'aux commissaires du gouvernement pour leurs diverses contributions ayant conduit à l'adoption du projet de loi portant création de nouvelles préfectures. Pour le commissaire du gouvernement, la création de ces nouvelles préfectures ne poursuit qu'un seul but, rapprocher l'administration des administrés.
La volonté du gouvernement a été et reste le rapprochement de l'administration des administrés pour une meilleure qualité de services publics. Et le vote que vous venez de faire, honorables députés, va surtout permettre à un nombre important de nos compatriotes des préfectures de Pendial Ouest, Oti Sud, Mo et d'Agoinvé d'être plus proches que ne l'étaient des services publics de l'administration. De 35, le nombre de préfectures passe désormais à 39 au Togo. Ce processus de rapprochement de l'administration des populations va se poursuivre avec la création très prochainement de nouvelles communes. Alors, voilà pour ce compte rendu de François Nimouakele. Maître Améganvi, j'ai fait un tour hier à l'Assemblée nationale. C'est vrai que je ne suis pas resté, mais j'ai vu un peu le dispositif de police qui a été mis en place. Est-ce que c'était opportun selon vous? Non, pas du tout. J'étais plus que surprise par ce dispositif-là, puisque moi, j'y suis arrivé aussi à l'Assemblée nationale pour constater que déjà aux alentours, aux abords de l'Assemblée nationale, il y avait des cars de police remplis des agents des forces de l'ordre et autres et tout. Alors, moi, j'avais pensé dans un premier temps que il y avait une manifestation peut-être qui a fait déplacer le chef de l'État à l'hôtel Radisson Blu et autres. Et c'est quand je suis arrivé dans l'enceinte du Palais des Congrès que je me suis rendu compte que non, le dispositif était destiné à l'Assemblée nationale. Alors, je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui étaient dehors, qui étaient interdits d'accès dans le rôle déjà de l'entrée, des policiers qui barraient et autres. Et il a fallu que Dela Agbo intervienne et ça nous saluons. Non, c'est que ceux qui étaient dehors ne savaient pas ce qui s'est passé dans la salle. Alors, moi, quand je suis rentré, j'ai posé le problème aux gens qui étaient là. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprenait pas. Et donc, quelqu'un m'a dit qu'on a déjà fait état du problème au président de l'Assemblée nationale, mais qu'on va y aller. Et en ce moment-là, on était en train d'adopter le rapport de la séance précédente, puisque cette semaine, nous avons travaillé à l'Assemblée nationale tous azimuts. Nous avons voté le code de l'aviation civile sans problème. Il n'y avait pas eu quelques problèmes que ce soit. Et donc, après l'adoption du rapport de la séance précédente, j'ai introduit en préalable ce problème en disant que les séances de l'Assemblée nationale, la plénière, sont publiques. Prévoit la constitution togolaise et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est vrai que pour des raisons de sécurité, on a estimé que l'accès de la salle est conditionné à la présentation par le biais des cartes d'identité pour les journalistes, de leur badge de journalistes, puisqu'ils y vont pour travailler. Et donc, j'avais demandé, sauf si la séance, il y a le huis clos, le règlement intérieur permet qu'un certain nombre de députés puissent demander également le huis clos. Alors, moi, j'ai demandé, est-ce que cette séance-là, on a demandé un huis clos? Pourquoi on a demandé un huis clos? Et tout ça. Bon, le président a répondu que non, il n'y a pas de huis clos parce que dans le règlement intérieur, le Premier ministre peut demander le huis clos et je crois le 5e des députés également peuvent demander le huis clos, qu'il n'y a pas de huis clos, mais que c'est pour des raisons, ils ont posé des questions, puisque des députés ont été fouillés, même avant d'entrer dans la salle, ce qui est complètement inacceptable et autres. Et donc, il a souhaité qu'on en parle. À la fin, on a dit non, que nous ne pouvons pas voter un texte déjà en violation en amont du règlement intérieur. Si le huis clos n'est pas décrété, il faut qu'on puisse laisser les journalistes rentrer dans la salle et le public qui le désire rentrer dans la salle une fois que seraient observées les conditions de sécurité fixées à l'Assemblée nationale. Cela a fait l'objet d'une suspension de séance où les responsables des différentes sensibilités, l'Assemblée nationale, se sont retirés ensemble avec les membres du bureau qui étaient là, le président de l'Assemblée nationale. Et donc, au niveau de l'opposition, nous avons exigé que nous ne comprenions pas pourquoi ce jour-là, il y avait eu tout ce dispositif-là et qu'à tout le moins, il faudrait, une fois
que les conditions soient remplies, que les gens viennent, que si on ne permet pas à ce que les séances soient publiées, surtout que nous, et moi principalement, moi j'ai beaucoup communiqué autour de ce problème de l'indifférence que nous avons remarqué vis-à-vis de la population par rapport aux travaux de l'Assemblée nationale. Parce que moi j'ai dit, souvent vous entendez dire, ah oui, les députés ne foutent rien, voilà, on leur paye de l'argent, ils ne travaillent pas, ils ne font rien et tout ça. Et moi j'interroge les gens, je dis, mais depuis que l'Assemblée nationale a commencé, combien de fois vous avez mis les pieds là-bas pour savoir si les députés travaillent ou les députés ne travaillent pas? Donc les dernières émissions, moi j'ai eu à faire, j'ai exhorté les populations à venir parce qu'ils nous ont mandatés pour aller travailler là-bas. Il faut qu'ils viennent surveiller ce que nous faisons. Justement, c'est peut-être ça qui a prêté à confusion parce qu'on certains ont dit que l'ANC aurait mobilisé ses militants pour venir envahir le siège de l'Assemblée nationale. Et lorsque vous étiez hier, vous avez vu des gens qui étaient de nombre à envahir et autres. Bon, la preuve, je ne pense pas que les gens soient venus munis de gourdins ou de machettes ou d'objets contondants ou à tout le moins qui pourraient faire penser qu'ils étaient venus. D'abord, ils étaient venus assiéger. Pourquoi faire? Attaquer qui? Nous-mêmes, les députés ou le président de l'Assemblée ou pour quelle raison? Moi, je ne vois pas. On était en train de voter un test qui concerne l'érection de nouvelles préfectures, qui concerne toute la population togolaise. Ben, si les gens veulent venir suivre les débats à l'Assemblée nationale, libre à eux de venir le faire. La preuve, finalement, quand le problème a été réglé et qu'on a finalement permis, ça nous a fait perdre près de 2 heures de temps, cette histoire-là, on a permis aux gens de venir et tout ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Les travaux se sont les travaux se sont poursuivis en toute quiétude. Il n'y avait eu aucun problème dans le banc de la foule qui finalement a eu assez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient, mais qui face au problème sont partis, mais d'autres sont restés jusque-là. Madame Megambi, ça doit quand même relancer ce vieux débat-là de rendre public les débats de l'Assemblée nationale. D'abord, il faut d'abord que cela soit projeté, même sur écran géant, comme ça se fait dans certains pays, et pourquoi pas être diffusé pour un certain nombre de débats de grande portée à la télévision. Tout à fait. Vous savez, j'étais tellement choqué par ce qui s'est passé hier que vous saviez que la rentrée la première session de l'année 2016 a été délocalisée à Kara. Oui. À Kara, justement pour montrer à la population de la région de la Kara ce que c'est que l'Assemblée nationale, rapprocher l'Assemblée nationale des populations de nos mandats. Et donc, c'est quelque chose que moi, j'avais apprécié, je l'ai dit dans plusieurs émissions que j'avais eu à réaliser, que si c'était à refaire, on le referait, parce que ça a permis aux personnes de découvrir finalement ce qu'est l'Assemblée nationale, dont ils entendent parler, ils ne savent pas exactement ce que c'est tout ça. Et pendant ce temps-là, il y avait eu beaucoup d'efforts qui avait été accompli côté communication. Il y avait eu un écran géant qui était installé dehors, ce qui fait que ceux qui n'ont pas pu avoir accès à la grande salle du Palais des Congrès de Kara étaient dehors et avaient suivi tous les débats, et nous avions eu à adopter même le code de justice militaire donc à Kara, après les cérémonies officielles de rentrée et tout ça. Alors donc si l'Assemblée nationale, l'institution même, s'est rendu compte que l'institution mérite d'être connue, d'être visible et autres, mais je ne vois pas comment on pourrait accepter qu'une séance publique puisse devenir par la force des choses une séance de huis clos et tout ça. C'est pour ça que j'étais assez remonté hier par rapport à ce qui s'était passé, et ça repose en fait le véritable problème de l'importance et du respect dû aux institutions de la République togolaise. Parce que la remarque que moi je fais souvent, c'est que, et principalement les agents des forces de l'ordre, ne considèrent qu'une seule institution dans ce pays, c'est la présidence de la République. Et les autres, parce que quand je vois le comportement de certains agents qui étaient là-bas à l'Assemblée nationale hier,
je me rends compte que des députés, bon, ils ne les considèrent pas. Est-ce qu'on les connaît? C'est ça aussi le problème. Vous, par exemple, vous êtes connu, tout le monde connaît Isabelle Améganvi, mais un député lambda, personne ne le connaît, donc il faut... Oui, mais c'est pour ça que ça pose le problème de je sais pas moi, de carte ou de badge. Tout à fait, on a posé ce problème-là hier. Mais il y a le problème même du respect de l'institution. Et c'est vrai que, moi je dirais qu'ils ont peut-être raison de se comporter comme ça, parce que si véritablement nous tenions nos séances dans un véritable siège de l'Assemblée nationale, peut-être que les choses ne se passeraient pas comme ça. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Ah oui, mais je veux bien que ça puisse arriver. La Chine, je veux bien que ça puisse arriver avant la fin de cette législature, au moins que les travaux puissent commencer avant la fin de cette législature. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous siégeons dans une ancienne salle de banquet. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens ne pensent pas qu'il faut donner à l'Assemblée nationale le respect qui lui sied, et que bon, des travers comme ça pourraient se passer également. En tout cas, pour la petite anecdote, sachez que j'ai discuté avec quelqu'un de plus de 25 ans pour lui dire que le siège de l'Assemblée nationale, c'est au Palais des Congrès. Il n'y croyait pas. Parce que pour lui, il vient là-bas pour les concerts, il ne s'imaginait jamais que les députés... Tout à fait, c'est triste, et je vous avoue que ça ne nous fait pas honneur, surtout lorsque nous recevons des délégations étrangères, nos collègues étrangers qui viennent et autres. C'est pas quelque chose qui nous fait... Alors là, on va maintenant revenir à ce qui a fait l'objet de votre session de ce vendredi. C'est, je l'ai dit, l'érection de 4 nouvelles préfectures, Mo, Agoué-Nivé, Kpenjal Ouest et Oti Sud. Est-ce que vous avez quelque chose contre la création de ces 4 préfectures? Pas du tout. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire que peut-être je n'ai jamais dite, et qui va vous permettre de comprendre pourquoi je ne peux pas être contre. En 2007, j'ai été élu dans la circonscription électorale de Kouloutou à l'époque. Et dans cette circonscription-là figurait une sous-préfecture qui était la sous-préfecture de Pélé. Quand j'ai été élu en 2007, les populations de Pélé, ensemble avec les chefs traditionnels, j'ai eu une grande réunion avec eux pour leur expliquer qu'en réalité, les populations sont fourvoyées la plupart du temps sur le travail du député. Parce que le travail du député, le député ne construit pas d'hôpital, ne construit pas de route, etc. Mais malheureusement, c'est ce que beaucoup disent en campagne. En campagne, c'est ce que les gens leur promettent. Et que c'est tout à fait pas possible, que ce n'est pas le travail du député. Le travail du député, c'est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Mais, ceci dit, je suis élu député, mais je ne suis pas élu député. À l'époque, j'étais élu sous la bannière de l'UFC. Je ne suis pas élu député de l'UFC, ni député de Pélé, mais député de toute la nation togolaise. Mais je voudrais, ensemble avec eux, voir les opportunités qui pourraient s'offrir à moi pour que je puisse faire le plaidoyer, pour que la sous-préfecture, notre sous-préfecture puisse être développée, tout ça. Et ils m'ont dit que ça fait plus de 12 ans que Pélé a été érigé en sous-préfecture, et qu'ils ne comprennent pas pourquoi Pélé reste sous-préfecture jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et que si je peux me faire le plaidoyer pour qu'on érige Pélé en préfecture, ça serait quand même... Parce qu'on vit juste à côté de Dagny, parce qu'on passe par le Pélé avant d'aller à Dagny. Dagny fait peut-être la moitié en superficie de Pélé, et à moitié, même moins de la moitié en population. Mais Dagny était érigé en préfecture depuis. Donc ça faisait une injustice dont les populations ne comprenaient pas le sens et la teneur. Et donc, quand j'ai été élu, je me suis rendu compte que Pélé n'était pas seul dans le cas. Et donc, à cette époque-là, Senkase était une sous-préfecture, Afania également était une sous-préfecture dépendant de la préfecture des Lacs, et Senkase de Tone, et également Akebou, qui dépendait de Wawa. Et donc, quand j'allais commencer les démarches et autres, j'ai approché mes collègues qui ont été élus dans ces zones-là. Or, il se trouve que celui qui avait été élu dans la Kébou avant était de mon parti politique, de l'UFC, c'était le député Manti. Celui qui était élu à Afania était également de mon parti, l'UFC, c'était le député Badjabo. Et il y avait moi-même qui suis élu dans Kloto et Pélé.
Et celui qui était de CKC était du RPT, c'était le député Yabri Dago à l'époque. Et donc, quand j'allais commencer les démarches, je me suis approché d'eux en leur disant, voilà ce que les populations de Pelé m'ont posé comme problème. Alors, à ce qui vous concerne, ils me disent, que nous, on a le même problème aussi, parce que les populations nous talonnent toutes les fois. Et tout ça. Je dis, bon, voilà, je veux commencer une démarche à propos, et moi, je ne souhaiterais pas, parce que nous sommes tous concernés par le même problème, je souhaiterais qu'on puisse faire la démarche ensemble. Lorsqu'on devait rencontrer le ministre de l'administration territoriale, c'est ensemble que nous sommes allés le voir pour lui poser le problème de l'érection, de la transformation de ces sous-préfectures-là en préfecture, parce que ce n'était pas justifié qu'on les laisse sous le statut de sous-préfecture jusque-là. Et donc, quand nous avons rencontré le ministre de l'administration territoriale, nous lui avons posé le problème, c'est là que les autres ont dit, c'est toi qui as eu l'idée et tout ça, nous te donnons un mandat pour que tu fasses le travail pour nous tous. Et c'est ce que j'ai fait. Courant année 2007-2008, je me suis battu ensemble pour les 4 sous-préfectures, et c'est ensemble que ces 4 sous-préfectures, et à l'époque, le ministre de l'administration actuel était député à l'Assemblée nationale, président de la commission des finances. Et je me rappelle que lorsque le projet de loi à l'époque était arrivé, il avait travaillé, bien qu'il ne soit pas membre de la commission des lois, commission à laquelle j'appartenais, il avait travaillé, beaucoup travaillé à cette époque-là sur cela. Et je vous rappelle que c'est lorsque la loi était arrivée, c'est les quatre sous-préfectures ont été érigées en préfecture. Ensuite, il y avait eu Agné qui a été érigée en préfecture, et Mo était devenu une sous-préfecture à l'époque. Et donc, c'était, je crois, c'est en 2008 ou en 2009 que cette loi-là avait été votée. Et donc, tout cela pour vous expliquer que moi, je ne peux pas, ce qui peut faciliter la vie des populations et le désir des populations, je suis mandaté, je suis député. Pour cela, je ne peux jamais m'opposer à cela. Alors là, et donc, si on applique cela à ce qui s'est passé aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous pose problème ici là? Puisque on a suivi tout à l'heure dans l'extrait, vous avez dit qu'il y a quelque part, ça ne respecte pas la Constitution. Voilà. Quel est le problème? Le problème se situe au fait que le gouvernement, vous savez, quand le gouvernement envoie un projet de loi, c'est sous-tendu toujours par un exposé des motifs. Le gouvernement justifie les raisons pour lesquelles il compte... sur l'Assemblée nationale pour que le texte soit voté. Et dans l'exposé des motifs, le gouvernement dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faciliter la vie des populations, il souhaiterait rapprocher l'administration des administrés. Et donc, ils ont donné par exemple, l'exemple de Mandouri, qui est le chef de lieu de la préfecture de Loti, où des gens font pratiquement 100 km, des fois même plus, pour pouvoir aller légaliser, par exemple, un papier, un acte, un document à la préfecture, ce qui était problématique. Et donc, le souci du gouvernement était de rapprocher l'administration de l'administré. Et donc, ils ont choisi de créer 4 nouvelles préfectures que vous avez citées tout à l'heure, qui est la préfecture Oti Sud, Pendjal Ouest, Mo et Agouenivé. Bon. Alors, lorsque le texte était arrivé, encore que nous étions un peu décontenancés, parce que ces deux projets de loi qui étaient arrivés à l'Assemblée nationale, il y a le projet de loi portant création des communes et également le projet de loi portant création des préfectures. Nous sommes sur une bataille aujourd'hui, c'est l'organisation des locales. Et donc pour nous estimons que en réalité, le motif avancé par le gouvernement, qui est de rapprocher l'administration de l'administré, devait être réglé si on organisait les locales, si on faisait la décentralisation. D'accord? Ça veut dire que si on fait la décentralisation et que les mairies sont installées, effectives, élues et autres, vous trouverez que ce serait plus facile pour les populations d'aller légaliser leurs documents et autres et tout ça. Tous les actes liés à l'état civil seraient exés à accomplir et tout. Et donc, pour nous, il y avait urgence parce que nous avions cette année commencé à nous battre pour que les locales puissent être organisées. Vous avez dû nous écouter un peu partout dans nos sorties et autres là. Donc, pour nous, il était prioritaire que on fasse d'abord la décentralisation, étant entendu que l'érection en préfecture, c'est la déconcentration. Et d'ailleurs, on devait même commencer par la décentralisation, créer les communes, avant que de savoir combien de communes composent, on met ensemble pour faire une préfecture, etc. Mais ce n'est pas le contraire.
Et donc, nous étions étonnés que le gouvernement dise qu'il préfère que le test sur l'érection des préfectures soit étudié et adopté en priorité par rapport à celui des communes. Parce que tout le monde sait que lorsque on veut des collectivités territoriales fortes, il faut commencer d'abord par la décentralisation pour arriver à la déconcentration. Nous étions déjà étonnés de ce que le gouvernement veuille ramer à contre-courant, encore une fois, en ce qui concerne les collectivités locales. Mais qu'à cela ne tienne, nous prenons le motif avancé par le gouvernement, rapprocher l'administration de l'administré. Nous disons, mais si c'est ça votre motif pour créer les nouvelles préfectures, ça veut dire que ce motif-là, conformément à la Constitution article 11 alinéa 3, vous devez le faire pour que ce motif soit objectif et soit étendu à toutes les populations togolaises qui se retrouvent dans cette situation-là. Et donc, nous avions donné l'exemple du Zior, de la préfecture du Zior, en disant que le canton de Gapé, centre, Gapé-Kodji, Gamé, Agbeloubé, se trouve à près de 100 km du chef-lieu, Thévié. Et que donc, si vous voulez, votre souci, c'est de rapprocher l'administration de l'administration, mais il est nécessaire de scinder aussi la préfecture du Zior, en créant la préfecture de Zior Nord par rapport à Gamé et autres, et tout ça, pour en faire une préfecture. Bon. Ensuite, nous avons posé le problème en disant, mais vous érigez Agouenivé en préfecture. C'est bien d'ériger Agouenivé en préfecture, mais il ne faut pas oublier que la préfecture du Golfe aussi est une préfecture aujourd'hui bizarre. Parce que vous avez la commune de Lomé et puis la préfecture du Golfe qui fait un demi-cercle au-dessus de Lomé. Et donc, Agouenivé d'une part, Aplaou de l'autre et Baguida de l'autre. Mais lorsque vous prenez Aplaou, Baguida et Agouenivé, ce n'est pas Agouenivé qui est le plus éloigné de Lomé. C'est plutôt Baguida. Et Aplaou. Parce que par exemple, quand vous allez à Ségbé, Sagbado et autres, Ségbé et autres, c'est Ségbé à près de 25 km, et même plus des fois des endroits de Lomé. Mais Agouenivé n'est pas à plus de 10 km, 8 km de Lomé. Et donc, l'intérêt de rapprocher est beaucoup plus nécessaire, beaucoup plus intense pour les populations de Baguida, avec Pozo et autres, là, par rapport à Plaou et autres, par rapport à Agouenivé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ayant érigé Agouenivé en préfecture, ils ont pris Adétikopé, qui dépendait de la préfecture du Zior, et qui est distante de Tchévié, le chef-lieu de préfecture de 10 km, et l'ont rattaché à Agouenivé, alors que Adétikopé se trouve à plus de 12 km d'Agouenivé. Donc, ça veut dire que le critère que eux-mêmes, ils ont déterminé pour créer les préfectures ne valent pas pour, le critère ne vaut pas pour ce qu'ils sont en train de faire de Agouenivé. Et ensuite, nous avons un député, le député qui est élu là-bas, qui est de notre rang, le député Edra, mais qui a dit que, mais il y a une histoire qui existe entre les peuples d'Agouenivé et de Adétikopé, d'Avié et autres. Et qu'il y a une séparation d'ailleurs naturelle qui est le fleuve Zior. Et donc, de chaque côté des rives de ce fleuve-là, il y a les Adétikopé et puis il y a Agouenivé et la culture, les rites et autres ne sont pas les mêmes. Vous traversez le fleuve, vous allez vous trouver d'autres, avec d'autres pratiques et autres. Et de ce côté-ci aussi, autre chose. Et il y a beaucoup de problèmes de terre qui existent entre ces deux populations-là et qu'eux-mêmes, ils ont réussi à régler en prenant le fleuve-là, le fleuve Zior comme limite et tout ça, ce qui a fait taire aujourd'hui. Et qu'ils ne peuvent pas prendre Adétikopé comme ça et l'attacher à Agouenivé, que cela tombe, si vous voyez la géographie et tout ça, cela tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire, ils sont allés chercher Adétikopé et tout ça. Et le ministre de nous dire que ce qui a justifié qu'ils attachent Adétikopé à Agouenivé, c'est parce que tous ceux qui habitent à Adétikopé travaillent à Lomé. Alors nous lui avons dit, mais ça, d'abord, ce n'est pas le critère que vous avez déterminé dans l'exposé des motifs. Et ensuite, si c'est ça, c'est un critère dont on doit tenir compte, mais moi je lui fais savoir
que tous ceux qui sont à Vepozo travaillent à Lomé. Tous ceux qui sont à Baguida travaillent à Lomé. Tous ceux qui sont à Segbe ne travaillent pas autre part ou à Lomé. Ça voudrait dire que, finalement, tout le monde sera rattaché à Gouagnivé et que, vu la concentration démographique, on ne peut pas seulement ériger ce qu'on appelle la préfecture de Golfe aujourd'hui, c'est-à-dire cette préfecture-là qui fait le demi-siècle sur la commune de Lomé. On ne peut pas, si on doit rapprocher l'administration de l'administration, on ne peut pas en faire qu'une seule préfecture. On doit pouvoir créer une préfecture à Plaou, une préfecture à Gouagnivé et également une préfecture à Baguida. C'est-à-dire qu'on aurait cédé l'actuelle préfecture du Golfe qui fait quelque chose comme 1,4 million et quelques mille habitants. En 3 préfectures, c'est le minimum. Parce que si l'on considère les nouvelles préfectures qui ont été, elles sont vraiment en deçà. Si on tient compte de la population, de la concentration de la population là-dessus, et on a même proposé que Lomé, la commune de Lomé, là, avec ses 5 arrondissements, soit dotée d'un statut particulier. Parce que également, ça permettrait déjà la décentralisation, la déconcentration, de telle manière que ce que nous appelons la préfecture du Golfe, qui se trouve à demi-siècle sur la commune de Lomé, sera divisée en trois préfectures pour répondre aux vœux du gouvernement de rapprocher l'administration de l'administré et ensuite de faire de Lomé, la commune de Lomé, avec ses 5 arrondissements, de le doter d'un statut spécial. Voilà les propositions que 3 députés du groupe parlementaire ont fait en déposant en bonne et due forme, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une proposition d'amendement, lequel amendement a été rejeté. Et là où cela nous a paru assez inacceptable, c'est que dans le même temps, lorsque le gouvernement a proposé de créer la préfecture, ils avaient appelé ça dans le projet de loi envoyé à l'Assemblée nationale, préfecture de Naki-Est. Naki-Est avec la composition des cantons qu'ils ont mis ensemble pour former la préfecture. Et nous avons appris, lorsque nous travaillions en commission, que des cadres de la région, de la zone, se sont regroupés, ont fait un mémorandum et ont même rencontré le ministre de l'administration territoriale pour lui dire que compte tenu de l'histoire, des rites, de ceci et de cela, beaucoup de considérations, ils ont, à l'appui d'un mémorandum, lui ont proposé que le découpage que prévoit le gouvernement ne sied pas, ne réglera pas le problème. Et donc, eux, ils proposent que cela, d'abord le nom soit changé, que ça ne soit plus la préfecture de Naki-Est, mais que ça devienne la préfecture de Pendjal-Ouest avec chef-lieu Naki-Est, et que ensuite les cantons puissent être changés et que d'autres soient mis ensemble à la place pour former la nouvelle préfecture. Et cette proposition-là, faite par les cadres, en dehors de l'Assemblée nationale, a été retenue. Et au niveau de la commission, le texte a été réaménagé. Il s'agit de l'article 4 entièrement par rapport au nom, à la dénomination de la préfecture et également par rapport à la composition même de cette préfecture. Alors, vous aussi, et donc, nous n'avons pas compris. Par rapport à Gouagnivé, vous aurez peut-être aussi choisi cette démarche-là. C'est ce que nous avons. Parallèle à l'Assemblée, oui, mais que les cadres de Naki-Est ont fait. Oui, mais c'est parce que nous sommes députés à l'Assemblée nationale. Nous sommes en face d'un texte qui est déposé régulièrement à l'Assemblée nationale. Et notre règlement intérieur nous permet de déposer des amendements à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons fait. Et donc, les 3 députés ont déposé des amendements en faisant les propositions, ce que devra contenir la nouvelle préfecture, etc., sur la base du critère objectif et introduit par le gouvernement lui-même. Et donc, à partir de ce moment-là, je vous avais dit tout à l'heure... Est-ce que vous avez fait le lobbying de ces amendements-là auprès du ministre, par exemple, chercher à le rencontrer pour lui expliquer le bien fondé de ces amendements? En fait, nous n'avons été informés de ça que lors du dépôt du test et lorsque le test a été affecté à la commission. Oui, parce que de toutes les façons, est-ce que le gouvernement a obligation à justifier pourquoi il crée telle ou telle préfecture? Oui, mais c'est à lui de choisir de faire des découpages comme il l'entend et de vous les envoyer à l'Assemblée nationale. Oui, de toute façon, lorsque c'est envoyé je vous avais dit tout à l'heure, la démarche, c'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de 2007, de l'élection des sous-préfectures en préfecture, la démarche telle que je l'avais faite à l'époque. À l'époque, ce n'est pas le gouvernement qui a introduit, c'est sur notre demande, sur le lobby, que ça a été fait. Mais ici, c'est que nous attendons à ce qu'on règle le problème des communes. C'est le gouvernement qui a pris le soin d'envoyer d'abord le projet sur les préfectures
en demandant que cela soit étudié et adopté avant de faire la déconcentration, avant la décentralisation. Et donc, nous avons été informés en prenant le document en main et en voyant le critère déterminé par le gouvernement. Et c'est à partir de ce critère-là que nous nous sommes dit, si le gouvernement estime que c'est rapprocher l'administré de l'administration, ça voudrait dire que, mais ce n'est pas seulement pour les 4 zones-là qui seront concernées par ce critère-là, mais d'autres zones aussi sont concernées. Et donc, à partir de ce moment-là, le règlement intérieur nous permettait de déposer un amendement pour dire que le critère objectif que vous avez brandi vous-même, voilà. Et c'est ce qui s'est passé aussi en 2008, puisque en 2008, nous nous sommes battus pour qu'il y ait 4 sous-préfectures soient érigées. Mais je vous ai rappelé à l'époque que l'actuel ministre de l'administration territoriale, qui était député à l'époque, c'est lui qui s'est battu pour introduire dans le projet de loi le fait qu'on érige Meaux en sous-préfecture. Et ça a été fait à l'Assemblée nationale. Il faut visiblement croire qu'aujourd'hui, ces priorités ont changé. C'est ça. Le test le permet. Et donc, il avait fait la proposition. Et à l'époque, Agnier n'était même pas une sous-préfecture. Agnier aussi a été érigé en préfecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le test est arrivé à l'Assemblée nationale, à l'époque, on avait trouvé qu'il était besoin, pour les mêmes critères qui déterminent à ce qu'on érige ces sous-préfectures en préfecture, que ces critères-là aussi étaient valables pour Agnier et que la plaine de Meaux pouvait être transformée en sous-préfecture. Et nous l'avons fait. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi cette fois-ci le test est venu et tout ça. Sur Zion, dans les discussions et tout ça, le ministre a fini par reconnaître que oui, c'est vrai que ce qu'on dit pour Zion là, c'est valable, parce que vous savez, le Zion est l'une des préfectures les plus peuplées. Et se trouve dans la région maritime, l'une des régions les plus vastes et les plus peuplées également. Et autres. Et donc on dit oui, que pour Zion c'est vrai, mais que oui, bon, pour Zion on va voir après, que bon, on va faire ça d'abord et puis on va... Alors, moi je lui ai dit, mais pourquoi voulez-vous qu'on voit après ce qu'on peut régler aujourd'hui? Si les critères que vous dites là sont valables pour Pendjal Ouest, sont valables pour Oti Sud, sont valables pour Agouenidé, sont valables pour Meaux, mais pourquoi ne serait-il pas valable également pour ce qui concerne Zion Nord et le reste dont on a parlé à Plaou et autres? Et qu'on peut le faire, j'ai la preuve, on l'a fait dans le temps et tout ça, mais tout ce que nous avons dit, et que Adeti Kopé n'a rien à voir dans la préfecture d'Agouenidé, et que Adeti Kopé doit pouvoir rester dans les préfectures de Zion, et que Gamé et autres là puissent être scindés en une autre préfecture. Voilà les propositions que nous avons faites. Et donc, nous avons compris que, en réalité, en voulant faire la déconcentration, d'abord, le gouvernement avait une autre idée en tête, et que l'idée qui le poussait, ce n'est pas de rapprocher les administrés de l'administration, c'était autre chose. Parce que, savez-vous, M. Niaoui, nous sommes aujourd'hui régis, en ce qui concerne les élections législatives, par un mode de scrutin qui est le scrutin de liste, à la plus forte moyenne. D'accord? Et dans ce scrutin-là, le gouvernement érige les préfectures en circonscription électorale. Moi, aujourd'hui, j'ai été élu dans la circonscription électorale de Cloto-Pélé. Pourquoi? Parce qu'ils ont érigé entre-temps Pélé en préfecture, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais lorsque les élections sont arrivées, ils ont rattaché encore Pélé à Cloto pour en faire une circonscription électorale. Voyez-vous? Et donc, c'est la préfecture qui est la circonscription électorale aujourd'hui. Or, dans le fonctionnement actuel, en ce qui concerne la répartition des sièges sur toute l'étendue du territoire, une préfecture a au moins 2 sièges à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préfectures qui sont en train de créer aujourd'hui, parce que notre mandat arrive à expiration en 2018, lorsque les élections législatives seront organisées, ça veut dire que ces préfectures-là, à tout le moins, auront chacun au moins 2 sièges, 2 députés. Voyez-vous? Et donc, nous disons, vous ne pouvez pas, pour les mêmes raisons, créer des préfectures dans certaines zones, dans cette partie de notre territoire, et ne pas en créer pour les mêmes critères qui sont avérés dans d'autres, ne pas vouloir en créer pour des raisons électoralistes. Et qu'en réalité, ce qui s'est fait, c'est pour ça. C'est ce qui justifie d'ailleurs qu'ils aient pris Adeti Kopé de la préfecture du Zion pour le rattacher à Agouenidé.
pour en faire une préfecture et tout ça. Bon, est-ce que à ce niveau, votre crainte à vous, ce n'est pas parce que vous ne faites pas recette à Agouenivé et à Déticopé? Non, ne pas faire recette. Ce n'est pas nous qui ne faisons pas recette. Parce que, M. Niaoui, je vais vous expliquer en 2007. En 2007, lorsque nous sommes allés aux élections législatives à l'époque, c'était la préfecture du Golfe, enfin, Lomé Lomé avait 5 sièges. Lomé, commune de Lomé, 5 sièges. Et la préfecture du Golfe, donc le demi-siècle là, avait 2 sièges. D'accord? Quand nous sommes allés aux élections, en fait, l'UFC à l'époque, nous avons gagné les 5 sièges de Lomé et les 2 sièges. Et vous vous rappelez qu'il y a eu un problème et qu'un siège de Lomé avait été pris, je dirais même manu militari, pour être donné. Je ne veux pas revenir sur ce problème, tout le monde le sait. Et à l'époque, celui qui siégeait à l'Assemblée nationale, nous l'appelions d'ailleurs le 28e député de l'UFC, qui était dans le RPT, nous l'appelions ironiquement le 28e député. Quand, après 2013, la dernière fois, ils ont transformé Lomé et la préfecture du Golfe en Grand Lomé. Et le Grand Lomé avait droit à 10 sièges. 10 sièges, l'opposition avait eu 8 sièges sur les 10 et UNI a eu 2. Et donc, sur Lomé et Golfe, on ne peut pas dire que c'est nous qui ne faisons pas recette et tout ça. Et j'attire votre attention sur le fait que on est là dans la capitale. Oui, mais là, nous parlons de Agouenivé, tout le monde sait. Voilà, on est là dans... même les résultats du présidentiel. J'y viens. C'est que vous savez, avec le mode de scrutin que nous avons, la proportionnelle à la plus forte moyenne, c'est que, et c'est ça qui est tendancieux, et c'est sur cela que nous nous élevons avec la dernière rigueur, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement se comporte comme s'il veut communautariser les zones. C'est-à-dire que personne n'ignore que la zone de Adéti-Kopé, Agouenivé, il y a beaucoup de gens, vous savez, nous venons d'un village, et nous sommes venus nous installer à Lomé et tout cela. Et il se trouve que Agouenivé, Adéti-Kopé se trouve sur la nationale numéro 1. Et que vous le voulez non, nos compatriotes originaires du Nord s'installent beaucoup dans cette zone. Et Adéti-Kopé, Agouenivé, ils s'installent beaucoup là-bas. Et vous savez que jusqu'à présent, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître aussi. Les élections sont très ethniques dans notre pays. Ça continue toujours à l'être. Je sais de quoi je parle, puisque moi, je viens d'une préfecture où nous avons, je n'aime pas ce terme-là, nous avons une forte concentration des populations qu'on appelle allogènes là-bas. Et je sais comment ça se passe là-bas. Pendant les campagnes électorales, qu'est-ce qu'on leur dit, etc. Et tout ça pour les forcer à opérer un vote, pas sur ce qu'on leur propose, mais sur l'ethnie, en disant « Ah, oui, mais si vous ne faites pas attention, on va vous renvoyer, etc. » Et tout ça, compte tenu de l'histoire malheureuse qu'il y avait eu dans la zone et tout ça là-bas. Et donc, il faut reconnaître que ce problème tribaliste-là existe, que pendant les élections, nous, on soutient, Et donc, c'est pour cela que nous disons que ce qu'on est en train de faire de Agouenivé, c'est faire en sorte qu'on mette Adéti-Kopé, qu'on s'est habité peut-être par les populations originaires du Nord et tout ça pour en faire une communauté. Moi, je n'appelle pas ça une préfecture, j'appelle ça une communauté. Ce que d'ailleurs notre constitution refuse, parce que nous sommes des Togolais, nous ne sommes pas tant Kabier, Mouba, V, etc. Tout ça. Moi, je nous vois vivant sur un même territoire, d'abord en tant que Togolais, mais pas en tant qu'originaire ou bien membre d'une communauté. Parce que comme cela, nous ne sortirons jamais des problèmes que nous avons. C'est vrai que cette différence, c'est les Blancs qui l'ont installée à l'époque pour pouvoir profiter lors de la colonisation de nos divergences et autres et tout ça. Nous ne pouvons pas au jour d'aujourd'hui, en 2016, exacerber ces genres de choses en créant des préfectures. Parce que ce que nous avons compris finalement, c'est que par ce projet de loi-là, et ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est que par ce projet-là, le gouvernement crée 3 préfectures dans la région septentrionale du pays pour les populations du Nord et veut créer une préfecture dans la zone
méridionale également pour les populations du Nord. Et cela est inadmissible. Voilà pourquoi nous avons dit que ce projet de loi-là, à notre sens, viole la Constitution parce que on est en train de créer une préfecture en communautarisant les ethnies et les populations, et c'est totalement inadmissible. Oui, mais alors admettons que ce que vous êtes en train de dire soit réellement l'intention du gouvernement. Est-ce qu'au-delà de ça, ce n'est pas un défi pour vous aussi d'essayer de gagner le cœur d'un certain nombre de populations qui viennent du Septentrion, par exemple? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, si vous êtes concentré dans la capitale et que vous laissez, par exemple, les autres zones à d'autres partis, vous n'avez à rien regretter après. Non, on n'est pas concentré dans la... Mais vous savez que en 2007, les résultats qui étaient sortis des élections législatives, moi, m'avaient fait peur. M'avait fait peur. Pourquoi? Parce que le RPT, à l'époque, avait gagné tous les sièges dans le Nord et l'opposition avait pratiquement gagné tous les sièges dans le Sud. C'était quelque chose... je crois que moi, ça m'a interpellé au plus profond de moi-même. Je me suis dit, mais quel est ce pays où les gens se reconnaissent? Parce que peut-être celui qui est le président du parti est originaire de cette zone, donc tous ceux qui sont originaires de là-bas se retrouvent en lui, etc. Ce qui est très dangereux pour l'unité nationale, pour la cohésion, pour la nation tout entière. Ça m'avait beaucoup interpellé. Et je vous ai dit tout à l'heure que moi, je suis élu dans une zone où je connais le problème. Je connais le problème. Je suis tout le temps dans le Pélé. Je suis tout le temps... je vis tout le temps avec les populations, qu'elles soient originaires, les autochtones, ou que ce soit les allogènes et autres et tout ça. Mais je vous assure que lorsqu'il s'agit de problèmes ethniques, c'était impossible de faire entendre raison. Vous voyez, c'est impossible de faire entendre raison aux gens. Parce que quand on vient, par exemple, vers une population en lui disant, mais si vous votez pour ces gens du Sud, là, ils vont venir vous raccompagner, vous renvoyer d'ici. Or, on oublie que les personnes à qui on dit ça, il y en a qui sont nés dans le pays. Moi, je connais des gens qui sont nés là-bas, qui ne connaissent même pas leur village d'origine du Nord. Qui n'y ont jamais mis les pieds, ils sont nés là-bas, ils parlent la langue Pélé. Il y en a qui parlent même le Pélé mieux que moi. Qui sont nés là-bas, qui ne connaissent que là-bas, à qui on dit ça. Mais qui aussi, je ne sais pas, peut-être que dans le temps, ça finira par se faire. Qui, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, ils croient et croient véritablement que s'ils votent pour les gens de cette origine-là, ils vont être renvoyés de là-bas et préfèrent voter dans un sens déterminé. Vous voyez, c'est ça la réalité du problème. Et moi, je crois qu'il est l'heure de commencer à en parler. Parce que vous savez, ce que nous avons remarqué, c'est que lorsque vous remarquez ces genres de comportements tribalistes dans la vie nationale de tous les jours, et que vous avez le culot d'en parler, on vous tasse de tribaliste. Ce qui fait que vous avez, dans le discours, vous avez vu que tout le monde est conscient du problème, mais personne n'en parle. Parce que tout le monde a peur que si j'en parle, on va dire que je suis tribaliste, et puis je ne sais pas comment les autres vont prendre. Ça, c'est selon, soit les populations du Nord, elles vont prendre ça mal, et les populations du Sud, elles ne vont pas me comprendre. Et donc tout le monde préfère se taire. Oui, moi, je dis que maintenant, il faut en parler pour que ce problème-là puisse être porté sur la place publique et que les gens comprennent que ce qui doit nous réunir au Togo, ce n'est pas la race, ce n'est pas l'ethnie, mais c'est des valeurs beaucoup plus républicaines que ces choses bassement, je veux dire, colonialistes, parce que c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est le colon qui a mis ça là-dedans et que nous devons transcender à plus de 53 années de notre indépendance. Nous devons pouvoir... Au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vos collègues de UNIR, est-ce qu'ils ne sont pas conscients? C'est-à-dire, quand on est venu présenter les motifs, est-ce qu'eux tous, quand même, en âme et conscience, oui, étaient d'accord avec ça? Ils sont conscients. Il y a un député de UNIR, même, qui est allé loin et qui a même parlé du cas de la préfecture de Hao, dont le chef est Ouantien, qui est une très vaste préfecture aussi, sur le plan, je dirais, superficie, et très peuplée également, qui a dit que si c'est pour ces mêmes critères-là, que Hao aussi mérite d'être scindé pour qu'on puisse créer une préfecture là, peut-être au nord ou à l'est ou à l'ouest de Hao, qui a proposé.
Mais vous voyez, c'est ça le problème. On en a débattu, le gouvernement a dit que oui, mais c'est pour l'heure, et eux ils estiment que c'est les 4 là, et puis après, bon, on verra, le gouvernement peut décider d'en créer d'autres, mais ça sera après, mais pour l'heure et tout ça. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi ces 4 là maintenant et les autres après. Pourquoi pas tout ensemble? Pourquoi pas autre chose avant et que les autres après et tout ça? Alors moi, si je vous pose la question comme ça, est-ce que c'est parce que le président d'un groupe parlementaire, actuellement on en a 2, hein, il y a votre groupe parlementaire et celui que dirige Christophe Tchao. Est-ce que c'est parce que vous dites aux membres de votre groupe parlementaire de voter pour ou contre qu'ils vous suivent systématiquement? Non, vous savez, le vote est libre à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, ce que nous faisons là en parlant, nous appelons ça les intentions de vote. Lorsque vous êtes dans un groupe parlementaire, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes de discipline, mais ce qui vous met là-bas, c'est que vous êtes député de la nation togolaise et vous avez la liberté de voter. Peut-être contre la décision de votre groupe et autres. Mais c'est vrai que cela ne se fait pas souvent parce que, en tout cas, pour ce qui concerne moi, mon groupe, c'est que je ne prends pas la décision de dire voter pour ou voter contre seul. Non. C'est-à-dire que lorsque les tests arrivent, ce que nous faisons au niveau de notre groupe, c'est que nous le travaillons en aparté nous-mêmes, en réunion et tout ça pour que les députés, parce que vous savez, les tests qui viennent à l'Assemblée nationale sont spécifiques, techniques. Moi, je suis juriste de formation, je ne suis pas économiste. Donc, je n'y connais rien lorsque, par exemple, la loi de finances vient. Or, en notre sein, il y a des gens qui sont spécialistes. Le président national, M. Jean-Pierre Fall lui-même est économiste, voilà, de formation et autres et tout ça. Et donc, on prend toute une semaine où on se forme à la lecture et à la compréhension de la loi de finances. Moi, j'ai fait des études de droit, je n'ai pas fait d'études d'économie pour qu'on puisse m'expliquer comment c'est. Surtout que c'est finalement moi qui présente aussi l'intention de vote pour expliquer et autres et tout ça. Donc, on est à l'école tout le temps pour savoir ce que c'est. Pour cette loi sur les préfectures aussi, ben, c'est ce que nous avons fait comme d'habitude. Nous nous sommes retrouvés au sein de notre groupe pour voir. Voilà ce que dit le gouvernement dans l'exposé des motifs. Bon, est-ce que dans cet exposé des motifs, s'il faut rapprocher l'administration de l'administré, c'est seulement les 4 là qui sont concernés ou pas? C'est comme cela que le député d'Aguenivé, là, M. Dra, nous a dit, ah non, Adétikopé, voilà l'histoire, voilà, etc. et tout ça. Et c'est pas tout que nous connaissons. Et donc, il nous a appris quelles sont les subtilités entre les peuplades là-bas, etc. Comment, c'est là que nous avons découvert que non, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais voilà, avec les papiers à l'appui, nous avons eu les tableaux pour avoir la démographie, la superficie, etc. pour voir tout ça. C'est comme ça que nous avons travaillé. Et donc, tous les députés savaient, et tous les députés avaient participé aux travaux, parce que le débat était tellement sérieux et passionnant, et interpellait tout le monde, que pratiquement tous les députés avaient participé aux travaux en commission. Quand bien même ils n'étaient pas membres de la commission des lois, ils y avaient participé. Et donc tout le monde connaissait le fait et tout ça. Et donc c'est ensemble que nous avons décidé que si le gouvernement balaie d'un revers de main les propositions d'amendement que nous avons faites, nous basons sur le même critère que le critère que lui-même il a déterminé, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et qu'à tout le moins, nous ne pouvons pas foutre un test dans des conditions comme cela parce que c'est 2 poids, 2 mesures et nous estimons que c'est contraire à la Constitution parce qu'on est en train de faire de la division et autres dans le pays. Donc voilà pourquoi je suppose qu'au niveau, je ne peux pas parler pour unir puisque je ne suis pas dedans, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais bon, toujours est-il que moi j'ai été étonné que bon, tout le monde a voté pour le test là, quand bien même certains députés au sein de UNI avaient trouvé que le motif avancé par le gouvernement devait valoir pour d'autres localités aussi qui répondaient. En tout cas, donc, après ce vote-là, il y a naturellement 4 nouvelles préfectures qui sont venues s'ajouter. C'est l'implacable loi de la majorité qui a joué. On va passer au second sujet. Ça vous concerne également puisque vous avez envoyé des questions d'actualité. D'abord au ministre de l'économie et des finances sur les travaux de réfection de la voie de contournement de la faille d'Aledjo. Je rappelle que ces travaux de réfection-là sont en train d'être faits à 2 ans seulement à peine après la mise en service de cette voie-là. Qu'est-ce qui vous surprend tant dans ce qui concerne cette voie-là? Oui, ce qui nous surprend, c'est que vous savez, cette voie-là était destinée à régler beaucoup de problèmes
qui se posait par rapport à la faille d'Aludjo. Si vous allez souvent là-bas, vous devez voir les problèmes des titans et autres, des problèmes d'accidents très graves, mortels, etc. Et là-bas. Et donc, l'idée de faire un contournement de la faille d'Aludjo était une idée, je dirais, géniale, qui permettait de régler ce problème-là par rapport à la sécurité routière et tout le reste. Et donc, les travaux avaient été lancés et autres, et terminés, la voie ouverte. Et donc, ce qui nous a interpellés, et c'est pour ça que je dis que c'était une bonne chose qu'on ait délocalisé les travaux de l'Assemblée nationale, puisque nous étions à Kara. Et donc, nous avions su que, à peine 2 années après l'ouverture de la voie était encore bloquée pour des travaux et autres. Et nous sommes allés constater nous-mêmes, la dernière fois, puisque nous sommes transportés à Kara pour la délocalisation, et nous avons vu que, bien évidemment, cette voie-là était bloquée, ils étaient en plein travaux. Donc, nous avons cherché à savoir quelles sont les raisons et tout ça. Et donc, c'est la malfaçon, c'est une question de malfaçon de la route qui fait que une route de cette importance-là ne peut pas être dégradée en 2 années. Ça veut dire que ça pose le problème. Mais là, ce n'est pas la faute au gouvernement, hein. C'est une entreprise qui a réalisé les travaux, qui a gagné un marché en bonne et due forme et qui a fourni cet ouvrage-là au gouvernement. Donc, si en 2 ans après, cette route-là s'est dégradée, ce n'est pas la faute au ministre, ce n'est pas la faute au gouvernement. Oh, tout à fait, c'est la faute au gouvernement. Et vous savez, c'est dans l'exercice de notre deuxième mission, le contrôle de l'action gouvernementale, que j'ai eu à déposer cette question-là. Parce que ce que je dis, demande au gouvernement dans les questions, c'est qu'on puisse nous expliquer, par exemple, si l'attribution de ce marché a été régulière, si toutes les règles pour l'attribution de ce marché a été régulière. Parce que ce qu'il faut constater, c'est que le marché a été donné que si 2 années après, on doit refaire la route, c'est qu'il y a quand même un problème. Et donc, le gouvernement doit pouvoir nous expliquer les conditions dans lesquelles ce marché-là a été attribué. Ensuite, si les travaux ont été accomplis conformément au marché, à la feuille de route qui déterminait le marché. Et ça, c'est le gouvernement qui doit pouvoir expliquer si, puisque lorsque on fait un marché, on gagne un marché public et tout ça, le gouvernement surveille. Lorsque les travaux commencent à être faits et tout ça, c'est pas que les travaux sont réceptionnés à la fin comme cela. Non, au fur et à mesure de l'avancée, le gouvernement. Et donc, nous voulons savoir si les travaux ont été exécutés conformément au marché. Ensuite, si les contrôles techniques ont été effectués pendant l'exécution des travaux. Parce que ça aussi, c'est une obligation du gouvernement de contrôler techniquement les travaux au fur et à mesure de leur réalisation. Parce que pour faire une route, vous savez qu'on doit faire les ponts, on doit faire les accotements et autres et tout ça. Et donc, il y a des contrôles techniques qui doivent se faire de manière ponctuelle au fur et à mesure que les travaux sont. Et donc, si le gouvernement nous répond dans l'affirmative que ces contrôles ont été faits, donc nous voulons savoir qui a effectué les 10 contrôles pour qu'on puisse nous dire, parce que normalement, on devait pouvoir savoir à mi-parcours dans la réalisation des travaux si cela allait bien ou si cela n'allait pas bien. Ensuite, nous voulons savoir pourquoi ne s'est-on pas rendu compte de la situation, l'aide de contrôle technique dont je parle. Si la réception des travaux a été effectuée conformément aux règles, parce que lorsque les travaux aussi sont finis, le gouvernement réceptionne, ou bien celui qui a suscité ou bien a donné les travaux réceptionne les travaux pour voir si les travaux ont été réalisés conformément au marché, au contrat qu'il lie avec l'entrepreneur et tout ça. Et quelle avait été donc l'appréciation à l'époque de la réception de la qualité des travaux avant la mise en service de la voie. Puisque la voie a été mise en service, ça veut dire qu'on l'a réceptionné, on l'a accepté et autres. Alors, et on a posé la question finale aussi de savoir quelle est la garantie de bon fait et la garantie décennale. Puisque lorsqu'on fait les travaux, il y a une garantie qui entoure au moins les travaux de l'État, subventionnés par l'État et autres, il y a une garantie et tout ça, qu'on nous dise, parce que c'est que 2 années après la mise en service que c'est là. Donc voilà ce que nous voulons savoir en posant cette question-là. Et c'est compte tenu des réponses que nous donnerons, et j'attire l'attention sur le fait que cette question a été posée à 2 ministres. D'abord au ministre
au ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et ensuite au ministre des infrastructures et des transports. Parce que c'est les deux ministères là qui sont au premier chef concernés par la responsabilité de ces travaux-là. Pour le ministre des infrastructures et des transports, vous êtes également intéressé à la réflexion des travaux de l'aéroport de Niamtougou. Vous vous étonnez de ce qu'on priorise un aéroport qui, ma foi, ne sert pas à grand-chose, à d'autres choses qui sont prioritaires dans le pays. Voilà. Vous savez, nous avions eu la chance, d'ailleurs, cette semaine, durant le début de semaine, avant que ne vienne en fin de semaine le projet de loi sur la création des préfectures, a étudié, a adopté la loi, le code de l'aviation civile. Et donc, nous avions eu à poser ces problèmes-là des aéroports, des aérodromes et autres et tout ça. C'est pas dans notre domaine aussi, hein, parce que moi je ne suis pas de l'aéronautique, mais nous avons appris beaucoup de choses aussi lors de l'étude de ces tests-là et également. Et il se trouve que j'ai même posé ma question avant même que le test ne soit étudié, le code de l'aviation civile ne soit étudié à commission et tout ça. Parce que je suis parti du simple principe que l'aéroport de Niamtougou, en réalité, à l'origine, avait été construit par Feu Gnassingbé et Yadema, je dirais pour ses besoins personnels. C'est-à-dire que, bon, quand il se rendait chez lui, là, à Pia et autres, bon, il y allait, bon, l'aéroport de Niamtougou ne servait qu'à ça. Finalement, à notre sens, pour ce que nous connaissons, cela ne servait qu'à ça. Et donc, et puis, bon, après, finalement, ça ne sert. Toujours est-il que ça n'est pas un aéroport qui sert à desservir, qu'utilisent les compagnies aériennes et autres, genre aéroport, bon, de Lomé, Gnassingbé, Yadema de Lomé aujourd'hui et autres. Et donc, nous disons que, bon, ça fait partie des éléphants blancs, quoi, que le régime, bon, avait fait à l'époque, etc., et tout ça, qui n'ont d'utilité que pour une seule personne et autres. Et donc, c'est la dernière fois que le chef de l'État a annoncé la réfection de l'aéroport de Niamtougou. Je ne veux pas me tromper en vous donnant le chiffre, 32,64 milliards. Ça fait beaucoup. Voilà, 32,64 milliards. Et donc, nous sommes interrogés sur la nécessité de la réfection de cet aéroport-là à 32,64 milliards. Pourquoi faire? Est-ce que cela va servir à faire quelque chose? Parce qu'un aéroport n'est rentable qu'aujourd'hui, moi, je ne critiquerai jamais la réfection, par exemple, de l'aéroport de Gnassingbé. Il y a des mois aujourd'hui, la dernière fois j'ai voyagé par l'ancien aérogare, je suis revenu, je crois, 2 semaines après, par le nouvel étoile. J'ai vu, comme on dit communément, il n'y a pas photo entre les deux. Aujourd'hui, ça répond aux normes internationales avec les satellites. Vous ne montez plus les passerelles, etc. Et tout ça, bon, les commodités par rapport à la sécurité, tout est bien. Tout ça. Je ne critiquerai pas parce que je sais que les fonds qui ont été mis là-bas, encore que très bientôt nous allons aussi poser des questions en ce qui concerne ces travaux-là aussi, puisque là-dedans, dans le projet initial, il est prévu la construction d'un hôtel là-bas et qu'ils ont fini, on a pratiquement fini les travaux, l'hôtel n'est pas construit, mais le budget dépasse le budget prévisionnel et autres. Donc on aura des explications aussi à avoir là-dedans. Je ne critiquerai pas parce que, vous savez, tous les vols internationaux et autres vont là-bas. Et tout ça, voilà. Et je sais que cela va engager des bénéfices pour notre pays et autres et tout ça. Alors, est-ce que c'est la même chose pour l'aéroport de Niamtougou? Alors, ce que j'allais dire, c'est que parce que je crois que ça a été lancé à la veille de la célébration de l'indépendance, on a fait croire à des gens là-bas que ça va permettre de booster le tourisme, etc. Est-ce que pour vous, ce ne sont pas des arguments qui tiennent la route? Mais booster moi, vous savez, je vous ai dit que on a posé le problème à faire voter le code de l'aviation civile la dernière fois. Et donc, j'ai peut-être extrapolé la question posée. Et il y avait le directeur de l'aviation civile qui était là. J'ai posé le problème de l'aéroport de Niamtougou. Parce qu'il appelle aussi à l'aéroport international de Niamtougou. Alors, je dis, mais
l'international que vous y ajoutez là, c'est quoi, par rapport, voilà, c'est par rapport à quoi? Parce que nous sachions, c'est que cet aéroport-là n'est utilisé que par peut-être le Fokker présidentiel ou l'avion présidentiel qui atterrit là-bas. Bon, nous n'avons jamais appris qu'il y a un vol commercial, voilà, qui et tout ça. Et donc c'est lui qui nous a expliqué que dans le temps il y avait Air Burkina même avait sollicité l'aéroport et que bon, je crois que ça avait marché un peu, et puis bon, c'était, voilà, ça ne correspondait pas aux normes, etc. Et tout ça, et tout avait été laissé tomber. On a tout laissé tomber. Et ensuite, il nous dit que bon, il y a des problèmes réels là-bas. C'est que, vous savez que dans la région septentrionale, on produit à leur saison beaucoup de tomates et des pastèques aussi, des produits vivriers, mais qui sont difficiles à être acheminés voilà, dans les pays d'Afrique, dans les autres pays, à être exportés tout court et tout ça, et que c'est lié à ce problème et que eux, ils s'estiment que en refusant, en reconstruisant l'aéroport, en faisant la réfection de l'aéroport de Niantougou, ça pourrait servir à des transactions commerciales en ce qui concerne les produits de la localité et autres et tout ça. Alors moi je lui ai dit, mais je veux bien, et ça aiderait beaucoup les populations là-bas, mais moi je voudrais savoir si les 32 milliards 64 qu'on veut injecter dans la réfection de cet aéroport-là pourraient être à court, moyen terme, être rentabilisés par l'exportation de tomates et de pastèques et tout. Ben, moi, si on arrive à me prouver que c'est... Il n'y a pas de problème. Mais c'est que je doute fort que la raison de la réfection de cet aéroport-là soit autre chose que ce que elle a toujours été, c'est-à-dire un aéroport qui n'est là que pour les besoins d'une seule personne. Auquel cas, on a posé la question de savoir, est-ce que cela, 32,64 milliards, 32,64 milliards, Monsieur Niaoui, je ne sais pas combien d'hôpitaux, combien de centres de santé, combien de latrines publiques, combien de forages cela peut faire. Moi, je fais un calcul bête, simple, hein, pour nos populations. Est-ce que cela, c'est une question de priorité, c'est une question de nécessité de la chose? Est-ce que 32 milliards dans 2,64 milliards ne servirait pas mieux? Moi, je suis député, je défends la nation, les électeurs, je défends les populations qui m'ont donné mandat pour les représenter là-bas. Moi, j'estime que ces populations-là, si le plus grand nombre y trouve d'intérêt, ça vaudrait mieux que ça soit l'intérêt d'une seule personne. C'est pour cela que nous avons posé la question de savoir si, au lieu de construire des hôpitaux, de faire des latrines, de faire des forages pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable, hein, à l'eau saine, et tout ça pour leur survie, il ne faudrait pas mieux qu'on refasse à coût de 32,64 milliards. Qu'est-ce qui vous donne à croire que vous aurez des réponses? Parce que vous avez, on le sait, hein, l'Assemblée nationale le dit souvent, surtout les députés de l'opposition, qu'il y a beaucoup d'interpellations qui restent lettres mortes. Oui, il n'y a pas plus tard qu'hier, après le vote de la loi dans les divers, nous sommes revenus sur cette situation-là. Parce que vous savez, il faut qu'on le dise, parce que moi je veux bien que les gens crient que les députés ne foutent rien et tout ça, mais il faut qu'ils regardent aussi du côté du gouvernement aussi, de ce que le gouvernement fait. Parce que le gouvernement, c'est l'exécutif, c'est l'exécutif qui dirige le pays. En fait, le Parlement n'a de rôle que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le vote de la loi et le contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, interpeller le gouvernement, c'est exercer la mission de contrôle de son action. Mais lorsque nous déposons le texte sur le bureau de l'Assemblée nationale, ce que le bureau fait, c'est que le texte est envoyé au ministre. Et donc, on dit dans notre règlement intérieur, normalement, l'Assemblée nationale a la maîtrise de son agenda. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, si vous regardez dans notre constitution, l'Assemblée nationale, le Parlement vient avant l'exécutif. Ça veut dire que dans notre constitution, on a voulu donner une place de choix à l'Assemblée nationale. Et donc l'Assemblée nationale ayant la maîtrise de son ordre du jour, normalement lorsque l'Assemblée nationale programme une question, lorsqu'une question est envoyée à un ministre, c'est l'Assemblée nationale qui dit « Mardi, vous venez répondre à la question ». Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je sais que
le président de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale sont tout le temps en souffrance, en train de courir après les ministres et autres. Pas plus tard que la semaine prochaine, nous avons proclamé étudier des tests qui sont déjà prêts, les rapports faits et tout ça. La plénière a prévu, et il devait y avoir une plénière, je crois lundi, il devait y avoir une autre. Les plénières ont été supprimées parce que les ministres ne sont pas là. Voilà, en réalité, le problème qui se pose. Ce n'est pas tant l'Assemblée nationale qui bloque pour que ça ne... Mais les questions sont déposées, mais c'est que pour qu'on ne réponde pas, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui va répondre aux questions, mais c'est le ministre qui vient répondre. Alors, vous estimez là que les ministres, vous m'excuserez le terme, se foutent de vous? J'avais dit tout à l'heure, j'avais parlé de quelque chose tout à l'heure, en disant que dans notre pays, c'est triste de le reconnaître, mais c'est ça la réalité. C'est que les gens ne considèrent qu'une seule institution dans notre pays, c'est la présidence de la République, c'est le président de la République. Les autres institutions, vous savez, à la limite, on fait avec. C'est-à-dire, on les considère comme des pis-aller. Je crois que c'est la même chose. Et donc, moi, je me tue tout le temps à dire à nos collègues que si les gens doivent considérer l'Assemblée nationale, c'est à nous d'imposer le respect, de ne pas accepter. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Parce que sur des interpellations comme ça, vous, les 91, vous devez pouvoir parler d'une même voix. Ah non, mais nous parlons d'une même voix, puisque je vous ai dit que hier, à l'Assemblée nationale, dans les divers, nous avons posé ce problème-là. Et le président de l'Assemblée nationale a dit que lui, il fait toujours diligence et autres, et en nous informant de ce que la plénière prévue la semaine prochaine n'aurait pas lieu, fait le constat avec nous que nous sommes prêts pour que les ministres viennent. Et aujourd'hui, alors que nous avons la maîtrise de notre agenda, c'est les ministres qui nous imposent maintenant leur agenda. Voilà comment la réalité des choses qui se passent. Ce n'est pas que nous acceptons de le faire. Moi, je vous invite à venir à l'Assemblée nationale. Des fois, les discussions là-bas, ça n'est pas facile. Et lorsque nous avons l'opportunité de voir les ministres, hier, le ministre de l'administration territoriale était là. On a profité pour lui dire les problèmes qui se passent et tout ça, et que l'Assemblée nationale, à la limite, n'est pas, à la disposition, comme ça, du gouvernement, pour que le gouvernement lui impose, les ministres imposent comme ils veulent leur agenda et autres. Mais, M. Niaoui, qu'est-ce que vous voulez? On dépose une question. Le ministre dit qu'il n'est pas là. Vous ne pouvez pas aller l'attacher et l'amener Manu Militari. Vous voyez, et l'amener Manu Militari répondre à vos questions à l'Assemblée nationale. Le vendredi prochain, Sina Lawson viendra répondre aux questions. Vous confirmez? Oui. Enfin, l'information que le président de l'Assemblée nationale nous a donnée, mais c'est une question qui date, qui est déposée. Ça fait... ça doit faire 1 an et demi que cette question-là sur le problème des réseaux de connexion Internet et tout ça là se pose. Moi, je me rappelle que cette question-là, on en a parlé la première fois à la conférence des présidents, il doit y avoir peut-être 1 année. Et c'est une question qui a été posée par le député Kissi. Et à chaque fois, au cours de la conférence des présidents, il rappelle en disant, mais ma question jusqu'à présent, etc. Donc, la dernière fois, le président de l'Assemblée nationale nous a informé de ce qu'elle serait là. Mais M. Niaoui, moi, je préfère attendre vendredi, qu'elle soit vraiment là pour répondre à la question. Et peut-être que je reviendrai pour vous dire elle était vraiment là et que, elle a répondu aux questions. Que ce soit ouvert à la presse pour que nous puissions venir entendre ces réponses aussi. Non, mais c'est public. Non, mais je crois que, en réalité, ce qui s'est passé là, on en a parlé tout à l'heure en début d'émission, je crois que ça ne se passera que pour ça. Et que moi, je suis certaine que dès la semaine prochaine, l'Assemblée nationale retrouvera et tout ça. Alors, on va encore parler de lettres, mais cette fois-ci, c'est le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui a écrit au Premier ministre pour demander des explications sur le fait que des personnalités aux affaires possèdent des parts dans des marchés, dans des sociétés d'État. Est-ce que d'abord le Premier ministre a une quelconque obligation à donner des comptes au chef de file de l'opposition? Oui, pour la simple raison que ce n'est pas seulement au chef de file de l'opposition, c'est à toute l'opposition d'ailleurs.
c'est le statut de l'opposition, hein, la loi votée, le statut de l'opposition, fameux statut de l'opposition, qui le dit, parce que, bon, vous savez, beaucoup d'encre ont coulé sur les ponts autour de cette loi. Et je vois que dans ce texte-là, pas moins de 2 articles ont été consacrés à ce droit à l'information de l'opposition. Il s'agit des articles 11 et 12. Si vous permettez, je vous le lis. L'opposition a le droit d'accéder aux informations concernant la vie politique nationale dans le respect des règles et procédures en vigueur, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle a également le droit de suivre l'action gouvernementale, de la critiquer de façon objective et constructive dans le sens de renforcement de l'idéal démocratique, du progrès économique, social et culturel. 12. Les partis politiques de l'opposition ont le droit à l'information sur toutes les questions importantes relatives à la vie de la nation. Pour ce faire, le libre accès à l'information leur est garanti dans le respect des règles de procédure en vigueur. Et pas plus tard qu'il y a à peine 2 mois, nous avons voté le test sur l'accès à l'information et autres. Donc, l'un dans l'autre, ce n'est pas en tant que chef de file, c'est tous les partis de l'opposition, si ils le désirent, qui ont droit à l'information. S'ajoute à cela, c'est vrai, le caractère de chef de file de l'opposition aujourd'hui, qui est devenu une institution. Voilà, qui est devenu une institution, puisqu'il a rang de président d'institution qui pose la question au Premier ministre, parce que il s'agit d'un problème, nous disons, assez grave, qui interpelle la nation togolaise, parce que je rappelle que le chef de l'État a fait le constat lui-même, en disant que une minorité de Togolais s'accapare des richesses. Et donc nous avons découvert que l'accaparement des richesses se fait aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières et tout ça, mais par ça aussi sur mais sans aller au fond de l'actionnariat, le chef de file de l'opposition, dans sa lettre qu'il a adressée au Premier ministre, que j'ai lue, il s'est basé sur des articles qu'ont produit des journaux, notamment Liberté et l'Alternative. Est-ce que ce n'est pas, à votre sens, un peu triste que le chef de file de l'opposition, pour un problème que tout le monde connaît, attend que ce soit des journaux qui en parlent avant de réagir? Parce qu'il avait déjà fait la même chose lorsque on a révélé, par exemple, le RFI a révélé qu'on allait perquisitionner le siège de Bolloré en France. Il a écrit, il a également. Oui, mais... Pourquoi il attend à ce que ce soit la presse? Parce que c'est des problèmes que tout le monde connaît. Oui, et lui, en tant que leader d'un parti politique, devrait être au parfum de ces problèmes-là. Oui, mais si le chef de file de l'opposition, il faut quand même que... on fasse attention, parce que vous savez, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle la commune renommée, c'est les ondits. Vous savez, les rumeurs dans notre pays, c'est incroyable, vous ne pouvez pas imaginer. Une information ne peut pas tomber comme ça, que le chef de file de l'opposition s'en saisisse, et en fait, pour qu'on découvre après. Je vous donne l'exemple du décès du général Sangaré la dernière fois. Vous avez vu tout ce que ça a fait à l'époque. Ça nous a interpellés quand l'histoire a commencé. Un responsable de parti est allé dire même il a failli même assister aux obsèques, la femme l'a appelé, etc. Tout ça. Vous avez découvert par après que, en fait, le général Sangaré n'était pas décédé non plus. Et donc, lorsque l'information tombe, il ne peut pas s'en servir. Mais lorsque l'information est relayée et que les journalistes, parce que c'est votre travail aussi, c'est d'informer les gens, y compris le chef de file de l'opposition, qui n'est pas au-dessus, ou bien qui n'est pas à part, quelque part, à part sur une ligne éloignée de la population, mais qui est dans la population et qui doit savoir aussi. Est-ce que le chef de file de l'opposition ne travaille pas sur des questions d'actualité? Pourquoi il attend à ce que ce soit des journaux qui soulèvent ces sujets, ces questions avant d'interpeller Comment voulez-vous, par exemple, que le chef de file de l'opposition puisse imaginer que l'actionnariat de la SALT est partagé comme les journaux l'ont révélé et ont apporté les preuves à l'appui? Et lorsque le problème est apporté sur la place publique et que les journaux en parlent et tout ça, ça devient un problème national. Et à ce moment-là, le chef de file de l'opposition peut s'en saisir pour avoir des explications là-dessus. C'est cela. Et il faut croire, le chef de file de l'opposition, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un robot non plus. C'est une personne aussi qui n'a
En l'espèce, lorsque ces informations-là arrivent, il n'est pas dans le secret des dieux aussi pour savoir tout ce qui se passe dans notre pays. En l'espèce, il aspire à devenir président de la République. Vous imaginez le président de la République qui doit avoir des informations dans les journaux avant de pouvoir agir? Oui, mais s'il est président de la République, ça veut dire que toutes les informations sont supposées être en sa possession. Parce que c'est lui qui dirige le pays. Aujourd'hui, il est membre de l'opposition. Et vous savez, lorsque vous êtes membre de l'opposition dans notre pays, on sait ce que c'est. Hein? D'abord, on fait tout pour que vous n'ayez jamais les informations qu'il faut. Parce qu'on sait que vous vous servirez de ces informations-là contre le régime et que vous vous élèverez puisque vous vous opposez. Et lorsque vous vous opposez, ça veut dire que vous dénoncez ce qui n'est pas bien, vous dénoncez, etc. et autres. Et donc, vous savez, le pouvoir, celui qui est au pouvoir fait tout pour que les informations qui doivent lui poser des problèmes ne soient pas portées à la connaissance de l'opposition pour qu'on en fasse. Et donc, c'est tout à fait normal que le chef de file de l'opposition ne puisse pas être informé de choses qu'on ne veut surtout pas qu'ils sachent et autres. Et que si les journalistes, c'est là, moi je ne vois pas en quoi ça peut gêner que ces informations-là puissent être portées à sa connaissance par les journalistes. Moi j'estime que c'est vous qui faites le travail d'investigation. Le chef de file de l'opposition n'a pas qualité pour investiguer et savoir les informations, les rendre publiques, informer l'opinion et autres. C'est vrai que pour assurer son statut et autres, il ne peut pas rester là-bas et laisser les informations tomber dessus. Et il le fait en sorte que ces informations-là ne lui tombent pas dessus. Mais on ne peut pas lui demander plus que ce qu'il ne fait. Surtout que le travail d'investigation et d'information appartient aux journalistes. Et moi, j'estime que ça se passe bien parce que si les journalistes attirent l'attention du chef de l'opposition sur ce qui se passe dans l'actionnariat de la SAC et tout le reste, ce n'est pas triste. La preuve, c'est que d'abord ces informations-là, à notre sens, sont vérifiées puisque personne n'a démenti. Et ensuite, nous avons vu que ça a des conséquences très rapides puisque M. Akrima Kogoro, qui est le directeur de la SAC, est actionnaire également dans ça, ce qui n'est pas normal, a été remplacé la dernière fois. Ça prouve que les choses commencent à bouger. Mais il n'y a que sur cette liste-là, il y a d'autres personnes encore que le Premier ministre devait. Et donc, le chef de file de l'opposition en a profité pour voir, pour demander au Premier ministre si le cas de la SAC est tel quel, j'aimerais avoir les informations. Voilà, sur les autres sociétés, etc. et tout ça, pour savoir comment cela se passe. Dernier sujet que nous allons évoquer dans cette émission, c'est la marche du CAP 2015, le samedi 21 mai dernier. On va regarder un peu le résumé de cette marche. Peuple togolais, notre pays est en danger, mobilisons-nous. La phrase inscrite sur la banderole géante du CAP 2015 témoigne à suffisance l'esprit dans lequel ce regroupement de 4 partis politiques aborde le sujet même de la marche de ce samedi. Pour le CAP, l'absence de réforme et de décentralisation au Togo met en danger le pays et requiert par conséquent la mobilisation de tous. Mais à cette première marche du CAP 2015 depuis la dernière présidentielle, la foule n'était pas celle que l'on connaît habituellement aux marches du CAP. Mais peu importe, pour le CAP 2015, l'essentiel en cette journée est d'envoyer un signal fort au pouvoir en place. Non, nos militants et sympathisants ne sont pas démobilisés et la question de la mise en œuvre de l'APG reste une préoccupation majeure. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que, compte tenu des prises de position, compte tenu dans les rapports de l'Organisation internationale de la francophonie, après la présidentielle, le rapport des experts de la mission électorale de l'Union européenne, compte tenu du contenu de la lettre épiscopale aujourd'hui, il est important que le peuple togolais se mobilise pour recouvrer sa dignité bafouée. D'autres mouvements associatifs et partis politiques ont manifesté le désir de se joindre à la marche. On a pu apercevoir dans le cortège Nicodème Habia, président du parti Les Démocrates. Ce dernier partage entièrement les enjeux de cette marche. Même si c'est à Dapaon, à Mango, à Palimé, à Sévier, à Neho, s'il y a l'appel
pour les patriotes togolais, pour les nationalistes togolais, les démocrates seront là. C'est la raison pour laquelle les démocrates sont à Bekodjandi ce matin. D'autres partis politiques ont tout simplement appelé le peuple à boycotter cette marche car selon eux, les enjeux sont connus du pouvoir et point n'est besoin d'une marche pour faire une quelconque pression, surtout dans un contexte où la marche ne semble plus ni mobiliser ni faire recette. Il faut plutôt changer de stratégie. Après la marche de ce samedi, la question qui se pose est de savoir quelle sera la suite. Alors, Maître Ameganvi, est-ce que vous n'avez pas fait mieux en matière de marche par le passé que ce que vous avez fait le vendredi 21 mai, là, le samedi 21 mai? Oui, mais vous savez, je suis vraiment étonné parce que nous sommes les organisateurs et autres, et c'est ceux qui ont appelé à boycotter et autres, là, qui font le bilan de la marche. Moi, c'est ce qui me surprend. Hein. Voyez-vous, des partis politiques, regroupement de partis politiques appellent à une manifestation pour les réformes. Les réformes que l'on prétend, hein, pour ce qui concerne ceux qui se prétendent de l'opposition et qui ont appelé au boycott de cette marche-là, pour les réformes que tout le monde crie vouloir. Et donc, nous avons traversé toute une des péripéties en ce qui concerne ces réformes-là. Aujourd'hui, nous sommes allés à la présidentielle, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous avons commencé, pas la marche, hein, nous avons commencé d'abord par les meetings de quartier. Les meetings de quartier de la Chenex, etc. et tout ça, parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, après l'élection présidentielle de 2015, c'est vrai que y compris nous-mêmes, hein, nous étions dans un sommeil, vous avez dormi un peu? Non, pas dans un sommeil, mais nous étions sous le choc. Parce que la fraude et ce qui s'est passé a pris une proportion telle que on serait choqué à moins. Et donc, nous avons rebondi et nous avons commencé, et nous savons que les Togolais se posent des questions sur le sort, parce que, bon, c'est vrai, il a été difficile pour que les gens puissent aller à l'élection, et ce que ça a donné et tout ça, les gens se posent la question de savoir si c'est les élections qui constituent la réponse, parce que c'est ça le problème, la réponse au problème togolais. Si c'est pas autre chose, les gens vont parler même des armes, des choses comme ça et autres, et lorsque vous arrivez à une situation comme cela dans un pays, il faut faire attention et commencer à parler. Et donc, nous avons commencé d'abord à sensibiliser en faisant des meetings de quartier, en disant que bon, nous sommes en lutte et que lorsque l'objectif n'est pas atteint, il ne faut pas... Vous savez, lorsque vous allez, que vous tombez et autres, là, vous n'allez pas faire de ce mauvais pas-là, un truc de repos et ne plus jamais vous relever, poursuivre la route, etc. Et tout ça. Et donc, c'est ce que nous avons fait dans les quartiers. Ça a duré des mois. Hein, et aujourd'hui, nous avons vu que nous sommes au mois de mai. Or, nous avons dit au début de l'année, en janvier, quel était notre champ de bataille, hein, de cette année, qui est la bataille pour les réformes et la bataille pour l'organisation des élections locales. C'est deux chantiers que nous nous sommes donnés, nous nous sommes assignés à CAP 2015 et autres. Et donc, jusqu'à mai, après que le chef de l'État ait cru devoir créer le H-Crown, etc. et autres, personne n'entend parler de ce problème des réformes et tout ça. Au contraire, le gouvernement fait comme si ce problème des réformes est définitivement enterré. L'APG également, puisque bon, le problème des préfectures, on en a parlé tout à l'heure, on a créé des préfectures sans aucune concertation, alors que dans l'APG, il est dit que le découpage et autres là devait se faire dans un large consensus, etc. Et donc le gouvernement se comporte comme si il faut passer en pètre profit ce problème des réformes, etc. Et tout ça. Et nous avons estimé à partir de mai qu'il était important qu'on ressuscite ce problème des réformes et qu'on le mette sur le chantier et qu'on commence à en parler dès à présent ensemble avec le problème lié au local et autres. Bon, des partis qui se disent de l'opposition estiment qu'il ne faut pas, ce n'est pas se joindre à la bataille sur les réformes que eux aussi estiment être nécessaires pour ces pays, mais c'est plutôt d'appeler, de démobiliser la population en l'appelant au boycott de la marche et autres là. Mais je dis, le peuple togolais qui n'est pas dupe doit pouvoir savoir ce qu'il en est. Parce oui, mais que moi, entendre, c'est comme si ces partis ont été entendus. Non, parce que moi, je ne suis pas du tout déçu de la marche de la dernière fois.
Si c'est ça que vous voulez dire, oui. Je ne suis pas du tout déçu. Vous aviez fait mieux par le passé. Oui, mais nous avons fait mieux à une période. Pour une première marche depuis la dernière présidentielle, on se serait attendu à mieux que ça. Monsieur Niaoui, je ne suis pas du tout déçu de la masse. Si c'est ça que les gens veulent m'entendre dire, moi je ne suis pas du tout déçu. Bien au contraire, je suis très satisfaite de ce que ça a donné la dernière fois pour un début, justement. Parce que je vous avais dit que nous revenons d'un choc. Et le rebond du choc, moi je ne dis pas que c'est négatif, bien au contraire. C'est très positif par rapport à tout ce que nous avons traversé aux difficultés et autres. Nous nous sommes rendus compte que le peuple togolais qui était dans une léthargie commence à se réveiller, et c'est que si nous devons avoir les réformes, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et donc, la déplaise à ceux qui veulent faire croire que ça n'a pas marché et autres et tout ça, cela, moi je suis en tant qu'organisatrice, l'une des organisatrices, je suis satisfaite de ce qui s'est passé samedi. Alors maintenant, la déplaise à ceux qui ne veulent pas et après la marche, parce que vous avez marché, oui, mais et après? Et après la marche, la lutte continue. Parce que vous savez, je vous avais dit tout à l'heure que ce n'est pas que la marche que nous avons fait. Avant d'arriver à la marche, oui, il y a eu des meetings, nous avons fait des meetings de quartier que nous continuons. Mais apparemment, vous avez fait beaucoup de meetings, il faut le rappeler, vous en avez fait énormément. Oui. Vous en êtes venu à la marche, mais on est au même point sur ces questions. Les réformes, sur la décentralisation, on est au même niveau, rien n'a bougé. Pas d'un seul iota. Oui, mais pas d'un seul iota, mais si rien n'a bougé, est-ce que à la limite, c'est à l'opposition qu'il faut non, on est là en train d'évaluer les objectifs que vous êtes poursuivis. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez marché pour exiger. Nous sommes dans une lutte, Monsieur Niaoui. Nous sommes dans une lutte politique. Et dans une lutte politique, quand bien même les moyens de lutte sont larges, je peux dire qu'ils sont limités également. Donc, les moyens de lutte sont déterminés par l'achat des partis politiques, par la Constitution, etc. et autres. Et donc, nous faisons tout à l'heure, vous avez dit que le chef de file de l'opposition a écrit au Premier ministre et tout ça. Vous n'avez pas dit qu'il a écrit aussi au président de la République et autres, sollicitant même encore une rencontre avec. Nous faisons les marches, nous faisons les meetings, nous écrivons à ceux qui gouvernent ce pays aujourd'hui. Si les réformes, il était possible que les réformes se fassent seulement par nous-mêmes. Si nous avons la possibilité de faire les réformes, rien que nous-mêmes, M. Niaoui, vous serez d'accord avec moi qu'il y a longtemps que cette réforme-là. Oui, mais apparemment, vous dites nous sommes en face de. On est au même niveau là. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie à adopter? Il ne s'agit pas peut-être simplement qu'il écrive au président de la République pour le rencontrer. Il faut peut-être entrer dans une démarche de dialogue permanent avec ces gens-là, pour les amener petit à petit à comprendre le bien fondé de ce que vous demandez. Oui, mais quand le chef de file de l'opposition écrit, dans le statut de l'opposition, vous savez, il y a un article qui dit que le président, à la diligence du président de la République, il doit rencontrer les partis de l'opposition au moins une fois par an. Vous savez, ça existe dans les... Est-ce que M. Fonia Singbe l'a déjà fait? Toutes les rencontres qu'il y a eu entre les partis de l'opposition et M. Fonia Singbe, ça a été à la demande de l'opposition jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que le chef de file de l'opposition lui a écrit en lui disant que s'il souhaite, il veut le rencontrer pour que les discussions se poursuivent. S'il ne veut pas le voir. S'il ne veut pas voir le chef de file de l'opposition, est-ce que le chef de file de l'opposition, comme nous ne pouvons pas le faire pour les ministres qui refusent de venir répondre à nos questions à l'Assemblée nationale, vous croyez que le chef de file de l'opposition peut l'obliger à le rencontrer pour discuter de choses peut-être dont il ne veut pas parler? C'est ça la réalité du problème. Et lorsque les gens disent, l'opposition, le chef de file de l'opposition l'a dit la dernière fois, au meeting, a dit, l'opposition a échoué. Mais comment l'opposition a échoué? L'opposition a échoué en quoi faisant? L'opposition est en lutte face à un régime qui ne veut pas céder, qui veut conserver le pouvoir. Et l'opposition se bat. L'opposition se bat et tous les moyens légaux sont utilisés par l'opposition pour se battre. Alors, moi, ce qui reproche à l'opposition de ne pas faire la stratégie idoine, moi, je souhaite qu'ils nous disent ce qui doit se faire et qu'on n'a pas fait dans ce pays, M. Niaoui. Si les gens sont conséquents avec eux-mêmes et avec l'histoire de notre pays, de cette bataille depuis 90, ils verront que, moi, je ne sais pas s'il y a des méthodes de lutte
que nous devons faire, que nous n'avons pas essayé. Des pays ont essayé, ont pris peut-être une seule méthode que nous avions et sont arrivés à bout de leurs problèmes. Nous avons utilisé toutes les méthodes possibles. Mais nous restons, M. Niaoui, ouverts si quelqu'un peut nous déterminer encore une autre stratégie que nous n'avons pas utilisée et qui serait... Moi, je vais même plus loin en disant que ceux qui estiment que CAP 2015 ne fait pas bien et qu'ils pensent qu'eux, ils détiennent la science infuse, qu'ils le fassent également. Le CAP 2015 ne bloque pas la route à qui que ce soit. Nous sommes en lutte et nous tous, nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie pour notre pays. Que ça soit un autre parti politique ou regroupement de partis politiques qui réussissent. L'essentiel, c'est que l'objectif que nous voulons pour le bonheur des Togolais soit atteint. Que ce soit par CAP 2015 ou quelqu'un d'autre. Moi, je suis ouverte à ce que cela puisse se faire. Et donc, que les gens ne restent pas à critiquer en ne proposant pas des gens qui disent qu'ils veulent des réformes. Des partis politiques s'organisent pour dire, bon, nous allons marcher pour réclamer les réformes, pour ouvrir le chantier, vous appelez pour dire que ce n'est pas opportun, qu'il faut que les gens boycottent la marche et tout ça. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Et s'ils ont une autre manière de faire réussir cette lutte-là, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Nous sommes ouverts, qu'ils le fassent et tout ça. Et ça sera vraiment pour le bonheur du peuple togolais. Ça sera très bien. Maître Isabelle Ameganvi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous étions donc avec Maître Isabelle Ameganvi, présidente du groupe parlementaire ANC, deuxième vice-présidente de l'ANC. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Continuez par regarder LCF sur le www.lcftogo un peu partout dans le monde. À dimanche.